Pourquoi certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais le perdent quand même? Pourquoi des gens très intelligents prennent de mauvaises décisions financières? Et pourquoi, parfois, ceux qui comprennent le moins la finance s'en sortent mieux que les autres? Ce livre ne parle pas de chiffres, il parle de psychologie, de comportements invisibles et de la manière dont l'argent influence nos choix, souvent sans que nous en ayons conscience. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu regardes le monde non pas comme il est, mais comme il aurait pu être si nous n'avions jamais inventé la notion d'argent. Tu verras alors quelque chose d'étrange. La plupart des peurs humaines n'existeraient pas. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur du jugement social, la peur de ne pas être reconnu. L'argent, comme le dit Morgan Housel, n'est pas seulement un outil, c'est une histoire mentale, un récit collectif auquel nous avons décidé de croire, un mythe moderne qui structure nos vies plus que nos émotions les plus profondes. L'argent ne mesure pas seulement ce que nous avons, il mesure ce que nous pensons valoir. Et c'est là que commence toute la psychologie de l'argent. Ce livre explore une vérité essentielle. L'argent n'a rien à voir avec les mathématiques. C'est 100% psychologique. Il ne s'agit pas de chiffres, ni de courbes, ni de modèles économiques. Il s'agit de comportements, de peur, de confiance, d'ego, de patience et surtout de la manière dont nous racontons notre propre histoire. La plupart des décisions financières que nous prenons ne sont pas logiques. Elles sont émotionnelles. Elles sont basées sur des expériences, des traumatismes, des réussites et des souvenirs que nous ne comprenons même pas complètement. Une personne élevée dans la pauvreté développera un rapport à l'argent fondé sur la peur et la survie. Une personne élevée dans l'abondance développera un rapport à l'argent fondé sur l'opportunité et la prise de risque. Deux mondes, deux réalités, deux psychologies, mais un même instrument, l'argent. Aninos nous rappelle ceci. Deux personnes peuvent prendre des décisions opposées et toutes deux avoir raison. Parce que leurs histoires sont différentes, leurs blessures sont différentes, leurs rêves sont différents. L'argent n'est jamais universel. Il est profondément intime. Et cette idée est essentielle. Personne n'est réellement bon ou mauvais avec l'argent. Nous sommes simplement le produit de notre histoire personnelle. Nous croyons comprendre l'argent parce que nous l'utilisons tous les jours. Mais c'est une illusion. Comprendre l'argent demande plus que de savoir compter. Comprendre l'argent demande de se comprendre soi-même. Pourquoi épargnons-nous? Pourquoi dépensons-nous? Pourquoi voulons-nous posséder davantage? Pourquoi avons-nous peur de perdre? Pourquoi envions-nous ceux qui ont plus? Chaque question renvoie non pas à l'économie, mais à la psychologie. C'est là que commence ce voyage, un voyage dans les profondeurs de ce que l'argent révèle de nous. Un voyage où l'on découvre que la richesse la plus importante n'est pas celle que l'on voit, mais celle que l'on ressent. L'argent n'est pas l'objectif, l'argent est une conséquence de nos décisions, de nos croyances et de notre capacité à maîtriser nos émotions. Bienvenue dans la véritable psychologie de l'argent. Nous pensons souvent que l'argent est une chose réelle, solide, presque matérielle. Mais ce n'est qu'une illusion. Un billet n'a de valeur que parce que nous avons collectivement accepté qu'il en a une. Sans cet acteur invisible, il ne serait rien d'autre qu'un morceau de papier décoré. L'argent est donc un récit, une histoire que les humains ont inventée pour simplifier les échanges, pour organiser les sociétés, pour donner une structure à leurs ambitions. Si demain nous supprimions ce récit, tout s'effondrerait, les marchés, les entreprises, les emplois, les hiérarchies, même les rêves de chacun. Morgan Housel explique que l'argent fonctionne comme une religion silencieuse. Une religion sans Dieu, sans temple, sans prière, mais avec des croyances, des rituels, des attentes morales et surtout des émotions puissantes. C'est ce qui rend la psychologie de l'argent plus importante que l'argent lui-même.
Parce qu'une fiction partagée n'est pas seulement une idée, c'est un moteur de comportement, un système nerveux invisible qui influence chaque décision, chaque peur, chaque désir. L'argent n'est pas réel, mais les réactions humaines à l'argent, elles, le sont. C'est pour cela que deux personnes confrontées au même fait, gagner, perdre, investir, dépenser, auront des réactions totalement différentes. Non pas parce qu'elles comprennent mieux ou moins bien l'économie, mais parce que leurs histoires personnelles ne sont pas les mêmes. Et c'est là que tout commence. Nous ne gérons pas l'argent, nous gérons l'histoire que nous croyons vraie. Pourquoi une personne se précipite pour investir à la moindre opportunité, alors qu'une autre refusera de prendre le moindre risque? Pourquoi certains voient l'argent comme une arme de liberté et d'autres comme une source d'angoisse permanente? Parce que nous ne vivons pas dans les mêmes récits. Une personne qui a grandi dans le manque développera une psychologie de protection. Économiser, éviter le risque, conserver chaque centime. Ces comportements ne sont pas irrationnels, ils sont cohérents avec son passé. Une personne entourée d'abondance développera au contraire une psychologie de confiance. Elle n'a pas peur de dépenser, elle ne panique pas devant les fluctuations. Elle ose davantage, non pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'elle a vécu dans un récit où le danger n'était pas constant. Le problème, dit Housel, c'est que chacun pense que son récit est universel. L'investisseur expérimenté pense que tout le monde devrait faire comme lui. La personne prudente pense que tout le monde devrait avoir peur. Le spéculateur pense que tout le monde devrait saisir l'opportunité dès qu'elle s'est présente. Alors que nous sommes tous le produit de nos expériences, de notre enfance, de nos échecs, de nos succès, de nos traumatismes, de nos exemples, de nos peurs profondes. Personne ne prend une décision financière dans le vide. Chaque décision est l'ombre d'une histoire ancienne. Les économistes aiment croire que les humains sont rationnels, qu'ils prennent des décisions logiques basées sur des données, des probabilités, des analyses. Mais la vérité est plus simple et plus dérangeante. Nous prenons des décisions financières avec nos émotions et nous les justifions ensuite avec notre logique. Nous ne sommes pas des calculateurs, nous sommes des survivants. Si tu as vécu une crise financière, tu investiras moins. Si tu as vu tes parents perdre leur emploi, tu auras peur de prendre des risques. Si tu as gagné de l'argent rapidement une fois, tu chercheras à reproduire cette sensation. Et si tu as connu la honte du manque, tu passeras peut-être ta vie à courir après la sécurité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Les économistes oublient trop souvent une réalité fondamentale. Deux personnes peuvent regarder la même courbe, la même opportunité, la même crise, et y voir deux histoires totalement différentes. Parce qu'elles n'ont pas vécu la même vie avant ce moment-là. Un investisseur né en 1990 a grandi dans une période où les marchés ont surtout monté. Sa psychologie est optimiste. Un investisseur né en 1950 a connu plusieurs crises profondes. Sa psychologie est prudente, parfois méfiante. La différence n'est pas l'intelligence, la différence est l'histoire personnelle. Il n'existe pas de règle unique, pas de bonne manière universelle de gérer son argent. Parce que, contrairement à ce que l'on croit, l'argent n'est pas un système technique, c'est un système de croyance. C'est pour cela que des millions de personnes peuvent suivre les mêmes conseils, lire les mêmes livres, écouter les mêmes experts, et arriver à des résultats complètement différents. Ce qui compte, ce ne sont pas les modèles économiques. Ce sont les émotions qui les accompagnent. La peur, la confiance, l'expérience, la mémoire, l'estime de soi. Ce sont ces éléments invisibles qui dirigent nos gestes les plus concrets. Épargner, investir, dépenser, prendre un crédit, renoncer, oser, abandonner. Nous voulons tous croire que l'argent suit une logique mathématique, mais l'argent suit une logique narrative. Il suit l'histoire que nous avons construite sur nous-mêmes. Et tant que nous ne comprenons pas notre propre récit, nous restons esclaves de nos impulsions, de nos peurs, de nos illusions. La psychologie de l'argent commence donc par une prise de conscience fondamentale.
Nous ne pouvons pas comprendre nos décisions financières si nous ne comprenons pas l'histoire émotionnelle qui les contrôle. Il existe deux forces invisibles qui façonnent chaque décision financière, chaque trajectoire personnelle, chaque succès spectaculaire et chaque échec brutal. Ces deux forces s'appellent la chance et le risque. Elles sont comme deux frères jumeaux, inséparables, indissociables, impossibles à distinguer dans le mouvement. Nous aimons croire que nous contrôlons notre destin, que nous récoltons ce que nous semons, que la réussite est le reflet exact de nos efforts et que l'échec est la preuve d'une erreur. Mais Morgan Housel nous rappelle une vérité inconfortable. Ce que nous voyons n'est que la surface. Ce qui nous arrive est souvent l'ombre de la chance ou du risque, et nous ne le réalisons que trop tard. Imagine deux personnes qui prennent exactement la même décision. Investir, créer une entreprise, changer de carrière. L'une réussit, l'autre échoue. La société dit « bravo » ou « quelle erreur ». Mais la réalité est plus nuancée. La personne qui a réussi a peut-être simplement bénéficié d'un contexte, d'un timing, d'une rencontre, d'un événement imprévisible. La personne qui échoue a peut-être simplement été frappée par un risque qu'elle ne méritait pas. Le danger, dit Housel, est de croire que le succès raconte toujours la vérité et l'échec aussi, alors que parfois ce sont seulement les dés de la vie qui sont tombés différemment. Et cela change tout, car cela nous oblige à revoir la manière dont nous jugeons les autres et nous-mêmes. Nous aimons attribuer la réussite à la compétence et l'échec à l'incompétence. C'est humain, c'est rassurant. Cela donne l'illusion que le monde est logique, juste, prévisible. Mais la vie n'est jamais une ligne droite. Elle est faite d'imprévus, de surprises, de variables invisibles. Des variables tellement nombreuses que même les modèles les plus sophistiqués ne peuvent les anticiper. Par exemple, un investisseur peut faire tout correctement et perdre. Un autre peut prendre des risques insensés et gagner. Nous ne retenons souvent que le résultat. Nous oublions le mélange de hasard, de contexte, de micro-décisions qui ont mené à ce résultat. Le problème n'est pas de reconnaître la chance. Le problème est que nous la sous-estimons systématiquement. Parce que reconnaître la chance, c'est reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. Et reconnaître le risque, c'est accepter que même nos meilleures décisions peuvent mal tourner. Le monde n'est pas une équation, c'est une mosaïque. Un équilibre fragile entre nos choix et les éléments que nous ne pouvons pas choisir. Morgan Housel donne un exemple célèbre qui illustre parfaitement cette dualité. L'histoire de Bill Gates. On dit souvent, il a créé Microsoft parce qu'il était brillant. C'est vrai, mais c'est seulement une partie de l'histoire. Bill Gates a eu la chance extraordinaire d'être l'un des rares étudiants américains à cette époque à avoir accès très jeune à un ordinateur dans son lycée. Une probabilité microscopique dans les années 70. C'est là qu'il a rencontré Paul Allen. C'est là qu'il s'est passionné. C'est là qu'il a développé ses compétences avant tout le monde. Mais dans la même école, il y avait un autre élève, Kent Evans, le meilleur ami de Gates. Selon Gates lui-même, Kent était bien plus brillant que moi. Il allait changer le monde. Kent Evans est mort dans un accident d'escalade à 17 ans. Un événement tragique, imprévisible, injuste. Chance pour l'un, risque pour l'autre. Cette histoire ne diminue pas la compétence de Bill Gates. Elle révèle simplement que la réussite ne repose jamais uniquement sur la compétence. Elle repose sur une combinaison mystérieuse de talent, de choix, d'opportunités et de hasard. Reconnaître cela ne détruit pas l'ambition, cela la rend plus humble. Alors que faire face à un monde où la chance et le risque jouent un rôle énorme? La réponse est simple. Garder l'humilité devant le succès et la compassion devant l'échec. Quand nous réussissons, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Il y a eu des rencontres, des ouvertures, des contextes privilégiés, des tournants inattendus. Quand nous échouons, rappelons-nous que l'échec ne dit jamais toute la vérité. Il n'est qu'un chapitre, souvent influencé par des facteurs invisibles. Vivre intelligemment avec l'argent, c'est accepter que certaines choses dépendent de nous et d'autres non.
C'est accepter que nous ne contrôlons ni la chance, ni le risque. Mais nous pouvons contrôler notre comportement, notre manière de réagir, notre capacité à continuer malgré tout. La maturité financière commence le jour où nous arrêtons de croire que tout est de notre faute ou que tout est à notre mérite. Car la vie n'est pas une équation, elle est un équilibre. Et la sagesse consiste à danser entre la chance et le risque. La confiance est une chose étrange. Elle peut être notre plus grand allié ou notre pire ennemi. Dans le domaine de l'argent, la confiance est indispensable. Il faut être confiant pour investir. Il faut être confiant pour entreprendre. Il faut être confiant pour oser sortir des sentiers battus. Mais comme toute force, lorsqu'elle devient excessive, elle se retourne contre nous. C'est ce que Morgan Housel appelle le piège du « jeu infini ». L'idée est simple. Quand tout va bien, nous croyons que tout ira toujours bien. Quand le marché monte, nous pensons qu'il montera encore. Quand une décision réussit, nous croyons que nous avons trouvé une formule magique. La vérité est tout autre. Le monde financier, comme la vie, n'est pas un jeu qui se gagne une fois pour toutes. Ce n'est pas une compétition avec une ligne d'arrivée. C'est un jeu infini, un terrain mouvant où nos victoires d'hier ne garantissent jamais nos victoires de demain. Et la confiance excessive nous pousse à oublier cette réalité. Elle nous pousse à penser que nous sommes plus intelligents, plus prudents, plus talentueux que les autres. Elle nous pousse à croire que nous contrôlons le hasard, ou pire, que nous sommes au-dessus du risque. Le problème n'est pas la confiance. Le problème est de croire qu'une période favorable représente une vérité éternelle. Car rien n'est éternel. Ni les marchés, ni les opportunités, ni nos propres compétences. Nous changeons. Le monde change. Les règles changent. Et ceux qui refusent de le voir marchent lentement vers une chute qu'ils pensent impossible. Ce qui rend la confiance excessive si dangereuse, c'est qu'elle ne naît pas du hasard. Elle naît du succès. Chaque réussite nous donne l'impression que nous avons compris quelque chose, que nous avons décodé le système, que nous avons mérité notre récompense. Et plus le succès se répète, plus cette illusion se solidifie. Mais les succès sont souvent le produit d'un mélange de timing, de courage, d'opportunités et de circonstances extérieures. Et pourtant, lorsque le succès nous sourit plusieurs fois, nous commençons à croire que nous avons trouvé une formule, une mécanique secrète que les autres ignorent. C'est là que naît le danger. Nous prenons des risques plus grands, nous voulons aller plus vite, nous multiplions les décisions audacieuses, nous cessons d'écouter les signaux faibles, parce que nous pensons que le succès est la preuve ultime que nous sommes invincibles. Mais l'invincibilité n'existe pas. Pas dans la finance, pas dans la vie, pas dans l'histoire de l'humanité. Chaque période de prospérité contient les germes de son propre effondrement, car c'est précisément dans les moments où tout semble facile que nous cessons d'être vigilants. Imagine un joueur de casino qui gagne plusieurs fois d'affilée. Il commence à croire qu'il a un talent particulier. Il se dit qu'il doit absolument continuer à jouer, encore et encore, jusqu'à multiplier ses gains. Il pense qu'il a un momentum, un avantage, une dynamique. Mais le casino n'a pas de mémoire. Il ne récompense pas les joueurs chanceux. Il ne punit pas les joueurs malchanceux. Il applique simplement ses règles, encore et encore, dans un jeu qui n'a pas de fin. Le monde de l'argent fonctionne de la même manière. Il n'y a pas de moment où l'on gagne pour toujours. Il n'y a que des cycles, des phases, des saisons. Le problème, c'est que beaucoup de gens jouent à ce jeu comme s'il avait une fin. Comme s'ils pouvaient entrer, gagner, sortir et être définitivement installés dans une sécurité éternelle. Mais le jeu ne s'arrête jamais. Tant que nous vivons, nous sommes dans le jeu. Tant que nous prenons des décisions, nous sommes dans le jeu. Tant que nous dépendons de notre argent, nous sommes dans le jeu. Et le jeu infini a une règle fondamentale. Ce qui importe n'est pas la performance maximale, mais la survie à long terme. Le but n'est pas de gagner à chaque fois.
Le but est de pouvoir continuer à jouer. Ceux qui l'oublient se brûlent les ailes. Ceux qui s'en souviennent construisent une stabilité tranquille. Alors, comment se protéger du piège de la confiance excessive? Morgan Housel propose plusieurs principes simples mais puissants. Accepter que tout est temporaire. Le succès est temporaire. La prospérité est temporaire. La bonne fortune est temporaire. Ce n'est pas pessimiste, c'est lucide. Se concentrer sur la survie plutôt que sur l'optimisation. Mieux vaut des gains modestes mais durables qu'une stratégie brillante mais fragile. Toujours laisser une marge d'erreur, parce que le monde ne se déroule jamais exactement comme prévu. Se rappeler que le succès contient sa propre fragilité. Plus nous gagnons, plus nous risquons de perdre le sens des limites. Se poser la bonne question. Et si j'avais tort? Cette question simple, presque innocente, peut sauver une carrière, une entreprise, une vie. Comprendre cela ne détruit pas la confiance, cela la rend plus saine, plus ancrée, plus réaliste. La confiance excessive est une prison invisible, mais une confiance lucide est une force inarrêtable. Dans notre imagination, nous aimons croire que les résultats du monde sont répartis de manière équitable, que chaque effort produit un résultat, que chaque action mène à une conséquence proportionnelle. Mais le monde réel ne fonctionne pas comme cela. La réalité est gouvernée par ce que Morgan Housel appelle les queues longues, de rares événements d'une rare intensité qui sculptent l'histoire, la science, la finance, l'art, la technologie, l'économie et nos vies personnelles. Dans presque tous les domaines, ce n'est pas la moyenne qui compte, ce sont les extrêmes. Quelques exemples suffisent à comprendre. Une poignée d'entreprises a construit Internet. Une poignée d'inventions a transformé l'humanité. Quelques actions boursières produisent l'essentiel des gains mondiaux. Quelques artistes deviennent immortels. Quelques moments changent une vie. Si tu regardes une courbe de distribution normale, elle forme une jolie cloche équilibrée, attendue. Mais si tu observes la vraie vie, la courbe ressemble plutôt à une immense vague écrasée vers la gauche et une longue traînée vers la droite, la queue longue. Cette queue longue représente les événements rares, les situations exceptionnelles, les virages du destin auxquels personne ne s'attend. Et pourtant, ce sont eux qui créent l'essentiel de ce que nous appelons succès. Nous sommes conditionnés à croire que la moyenne est la vérité, la moyenne du marché, la moyenne des salaires, la moyenne des rendements, la moyenne des risques. Mais la moyenne, dans un monde dominé par les queues longues, n'a aucun sens. La moyenne n'explique rien, elle masque tout. Par exemple, les performances globales de la bourse américaine sur 100 ans semblent stables en moyenne. Mais ce que la moyenne ne dit pas, c'est que une poignée de sociétés ont produit l'immense majorité des gains, des milliers d'autres ont stagné ou disparu, quelques années exceptionnelles compensent plusieurs années médiocres. La moyenne, c'est comme regarder un océan en imaginant qu'il est toujours calme, juste parce que sa profondeur moyenne est stable. Mais en réalité, ce sont les tempêtes qui dessinent le paysage. Et les tempêtes sont rares mais décisives. Quand on comprend cela, on commence à voir le monde différemment. On cesse d'attendre des résultats linéaires. On cesse de croire que tout est prévisible. On apprend à s'adapter aux extrêmes, parce que ce sont eux qui mènent la danse. Il n'y a pas que les marchés, les entreprises ou l'histoire du monde. Nos vies personnelles sont elles aussi dominées par quelques événements qui changent tout. Quelques rencontres, quelques décisions, quelques opportunités, quelques erreurs, quelques moments de courage ou de peur. Sur une vie entière, ce sont souvent 5 ou 6 moments qui déterminent ta carrière, ton niveau de vie, ton réseau, tes nouvelles perspectives, ton identité même. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré, mais c'est réel. Et lorsque nous comprenons que la vie repose sur une poignée d'événements décisifs, nous arrêtons de gaspiller notre énergie sur des détails insignifiants. Nous apprenons à respecter les raretés, à cultiver la patience, à accepter que l'immense majorité du temps, rien de spectaculaire ne se passe.
mais que quelques instants suffisent à réécrire toute une existence. La queue longue, c'est le rappel que la vie est un champ de possibilités infini, mais une poignée seulement décide du résultat final. Face à un monde où les queues longues dominent, que faire? Husserl propose plusieurs principes simples et puissants. 1. Ne pas chercher la perfection, chercher l'endurance. Dans un monde où l'extrême gagne, la priorité n'est pas d'être parfait, c'est de durer suffisamment longtemps pour bénéficier d'un événement rare. Celui qui survit gagne. 2. Ne pas paniquer dans les périodes calmes. La queue longue signifie que la majorité du temps, rien ne semble progresser. C'est normal. La progression vient par pics, pas par lignes. 3. Se protéger contre les extrêmes négatifs. Puisque les événements rares peuvent détruire autant qu'ils créent, il faut prévoir une épargne solide, des marges de sécurité, une diversification intelligente. 4. Se positionner pour capter les extrêmes positifs. Lire, apprendre, rencontrer, investir régulièrement, multiplier les tentatives. Le but n'est pas de prédire l'événement rare, le but est d'être là quand il arrive. 5. Accepter que la vie n'est pas équitable. L'extrême favorise certains, il oublie d'autres. Mais comprendre cela ne rend pas injuste, cela rend lucide. Le monde n'est pas équilibré, il est asymétrique. Et c'est dans cette asymétrie que se cachent les fortunes et les destinées. Dans l'imaginaire collectif, épargner est un acte simple. On croit que c'est une question de mathématiques. Gagner, dépenser moins, mettre de côté. Mais Morgan Housel le répète. L'épargne n'a rien de mathématique. L'épargne est psychologique. Pourquoi certaines personnes épargnent même avec un revenu modeste, alors que d'autres, même avec des salaires très élevés, n'y arrivent jamais? Parce que l'épargne n'est pas une affaire de revenus, c'est une affaire de maîtrise intérieure. Épargner, c'est renoncer au présent pour un futur invisible, c'est refuser la gratification immédiate, c'est accepter un inconfort aujourd'hui pour une liberté demain. C'est l'une des actions humaines les plus difficiles parce qu'elle va à l'encontre de notre instinct naturel qui nous pousse à chercher la récompense maintenant et à ignorer les bénéfices à long terme. Épargner, c'est un dialogue silencieux entre toi et toi-même, un test de patience, un test de lucidité, un test de discipline. Voilà pourquoi certains peuvent mettre de côté, peu importe leur niveau de revenu, parce qu'ils ont compris que l'épargne n'est pas un acte financier, mais un acte philosophique. Il existe deux formes de richesse, la richesse visible et la richesse invisible. La richesse visible, ce sont les biens, les objets, les apparences. La richesse invisible, c'est l'épargne. Et c'est cette richesse invisible qui change les vies. Non pas parce qu'elle permet d'acheter davantage, mais parce qu'elle offre quelque chose d'encore plus précieux, la tranquillité mentale. Une personne qui possède une épargne solide n'a pas seulement de l'argent, elle a de l'espace, de l'air, de la marge, de la liberté. Elle peut dire non, elle peut changer de travail, elle peut refuser une situation toxique, elle peut saisir une opportunité inattendue, elle peut dormir sereinement. L'épargne n'achète pas des objets, l'épargne achète la paix intérieure. C'est pour cela que Morgan Housel affirme que l'épargne est surtout une manière de se protéger de la vie, protéger sa famille, protéger son futur, protéger son esprit, protéger sa liberté. La plupart des gens croient que l'argent sert à montrer ce que l'on possède, mais ceux qui ont compris la vie savent que l'argent sert surtout à pouvoir choisir ce que l'on ne veut plus subir.
Si l'épargne est si difficile, c'est parce qu'elle demande une compétence rare, résister à l'instant présent. Notre cerveau est programmé pour préférer les récompenses immédiates. C'est un héritage biologique venu d'époques où la survie dépendait de saisir ce qui était disponible maintenant. Dépenser, c'est naturel. Épargner, c'est contre-intuitif. Face à un objet, un plaisir, une opportunité, le cerveau envoie un message puissant. Prends-le maintenant. Profite maintenant. Tu le mérites. Et renoncer devient une lutte. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que chaque fois que tu renonces à un achat inutile, tu ne renonces pas à un objet, tu investis dans ta version future. Tu dis à ton futur toi, « Je pense à toi, je prends soin de toi, je te prépare une vie meilleure. » L'épargne est un acte d'amour envers soi-même, un acte de maturité, un acte de conscience. Mais pour y parvenir, il faut dépasser l'impulsion et se rappeler que ce que tu veux aujourd'hui n'a souvent aucune importance demain. L'épargne intelligente n'est pas une question de technique complexe. Elle repose sur 4 principes fondamentaux que Morgan Housel considère comme essentiels. 1. Épargner automatiquement. Ce que tu mets de côté sans y penser, tu ne peux pas le dépenser impulsivement. Les meilleurs épargnants ne sont pas ceux qui réfléchissent le plus, ce sont ceux qui ont créé un système. 2. Épargner même quand tout va bien. La majorité des gens ne commencent à épargner que lorsqu'un problème arrive. C'est trop tard. L'épargne doit être construite avant les difficultés, comme une digue construite avant la tempête. 3. Ne pas chercher un montant parfait. Épargner 10%, 20%, 30%, ces chiffres sont utiles mais pas universels. Ce qui compte, ce n'est pas le pourcentage, c'est l'habitude. Un petit montant répété pendant longtemps vaut mieux qu'une grande somme épargnée une seule fois. 4. Épargner dans le silence. L'épargne n'est pas faite pour être montrée, elle est faite pour être utilisée en cas de besoin. C'est la richesse la plus discrète, mais aussi la plus puissante. Lorsque tu comprends ces principes, l'épargne cesse d'être un sacrifice. Elle devient une libération, une manière de reprendre le contrôle sur ta vie, une manière de te libérer de la pression sociale, une manière de dire « Je choisis ma trajectoire, je choisis mon avenir, je choisis ma paix ». Tout le monde pense que la richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. Mais Morgan Housel explique que l'argent n'est pas la fin. Il est un moyen. Un moyen vers quoi? Vers la seule chose qui compte vraiment, la liberté. La liberté, c'est pouvoir choisir comment on vit. C'est pouvoir organiser son temps. C'est avoir le droit de dire non. C'est échapper aux obligations qui étouffent. C'est respirer sans peur du lendemain. La liberté est un luxe invisible, mais elle est infiniment plus rare que l'argent lui-même. Le monde est rempli de personnes riches, mais prisonnières. Prisonnières de leur travail, prisonnières de leur image, prisonnières de leurs dettes, prisonnières de leur mode de vie, prisonnières des attentes sociales. Elles ont de l'argent, oui, mais elles n'ont pas de liberté. Et à l'inverse, il existe des personnes beaucoup moins riches, mais qui vivent plus libres, parce qu'elles ont compris que la vraie richesse est intérieure. Une tranquillité, un espace mental, une marge, une autonomie. La liberté ne se voit pas. On ne peut pas la photographier. On ne peut pas l'afficher sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que si peu de gens la poursuivent vraiment. Mais ceux qui l'ont savent. C'est la forme de richesse la plus douce, la plus profonde, la plus apaisante. La plus grande menace contre la liberté n'est pas le manque d'argent, c'est l'inflation du style de vie. C'est le fait d'élever sans cesse son niveau de dépense en fonction de son revenu. Plus on gagne, plus on dépense. Plus on dépense, moins on épargne. Moins on épargne, moins on est libre. Un salaire plus élevé ne crée pas toujours plus de liberté. Souvent, il crée plus de dépendance.
car chaque augmentation de style de vie, une meilleure voiture, un plus grand logement, des sorties plus coûteuses, devient une nouvelle cage dorée. Elle nous donne l'impression d'avancer, alors qu'elle réduit notre marge. Et une vie sans marge est une vie sans liberté. Morgan Housel explique que la liberté vient de ce que l'on ne dépense pas de ce que l'on gagne. C'est l'argent que tu ne touches pas qui te donne la possibilité de changer de direction. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils courent après un revenu plus élevé alors qu'ils devraient courir après une dépendance plus faible. La vraie richesse n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir besoin de moins. Quel est le point commun entre les personnes riches en liberté? Elles contrôlent leur temps. Le temps est la seule ressource universelle. Chacun de nous en dispose, mais personne ne peut l'acheter directement. Et pourtant, la plupart des gens passent leur vie à l'échanger contre de l'argent. Le problème n'est pas le travail. Le problème est de passer sa vie à faire quelque chose que l'on ne veut pas faire, sous la pression financière, sans jamais avoir le choix. La liberté commence le jour où l'on peut dire « je choisis ce que je fais de mes heures ». C'est pour cela que Morgan Housel insiste. L'argent n'est pas là pour acheter des choses, l'argent est là pour acheter du temps. Le temps pour se reposer, créer, réfléchir, guérir, se réinventer, vivre. La plupart des gens pensent que le luxe, c'est l'abondance matérielle. Mais le vrai luxe est d'avoir une journée à soi. Celui qui possède son temps est riche, même s'il ne possède rien d'autre. Construire la liberté est simple, mais pas facile. Elle repose sur 4 piliers fondamentaux. 1. Réduire ses dépendances. Chaque abonnement inutile, chaque dépense automatique, chaque achat impulsif est une chaîne invisible autour de ton futur. La liberté commence par le ménage. 2. Prioriser l'épargne comme acte de souveraineté. Épargner n'est pas une punition, c'est un acte politique. C'est dire « je reprends le contrôle ». Ce n'est pas l'argent épargné qui compte, mais la possibilité qu'il crée. 3. Refuser la validation sociale. La plupart des dépenses modernes n'achètent pas de la joie. Elles achètent de l'approbation. L'homme libre n'a pas besoin d'impressionner. 4. Investir dans soi-même. Lire, apprendre, créer, réfléchir sont les investissements les plus rentables. Parce que la liberté commence dans l'esprit, avant de se manifester dans la vie. La liberté, c'est la capacité de dire « voici ce que je veux et voici ce que je refuse ». C'est la plus belle forme de richesse, et aucune somme d'argent ne peut la remplacer si elle n'a pas été construite intérieurement. La frugalité est souvent mal comprise. Elle est souvent associée à l'austérité, à la privation et parfois à une forme de renoncement. Pourtant, être frugal, c'est avant tout un choix délibéré de vivre avec moins, mais de vivre mieux. La frugalité ne consiste pas à se priver de tout plaisir, mais à savoir distinguer ce qui est vraiment nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est choisir la simplicité, le minimalisme, pour se concentrer sur ce qui apporte une réelle valeur à notre vie. Dans un monde qui valorise la consommation, où l'on nous pousse à accumuler des biens pour renforcer notre statut, la frugalité devient une forme de résistance. Une résistance à la pression sociale qui veut que l'accumulation de biens matériels soit la clé du bonheur et du succès. Morgan Housel nous rappelle une vérité essentielle. L'argent ne peut acheter la paix intérieure, mais la frugalité, elle, peut. La frugalité n'est pas une privation, elle est une voie vers la liberté, une manière de se libérer des chaînes de la consommation, de se concentrer sur l'essentiel et de créer un espace pour ce qui compte vraiment. Être frugal, c'est faire des choix conscients. Choisir de ne pas se laisser emporter par la tentation de toujours plus, choisir de vivre selon ses propres valeurs, sans être influencé par des standards extérieurs. La frugalité est donc un acte d'autonomie. Elle permet de retrouver le contrôle sur nos dépenses, sur nos priorités et sur notre vie elle-même. Le désir de paraître, de projeter une image de réussite, est une force puissante dans notre société. Que ce soit à travers nos possessions, nos comportements ou notre apparence, nous sommes nombreux à chercher à impressionner les autres, à répondre aux attentes sociales, à nous conformer à des idéaux extérieurs. Mais ce désir de paraître cache souvent une vérité inconfortable.
Derrière le besoin de briller, il y a une insécurité profonde. Nous voulons être vus comme réussis, heureux et accomplis. Nous voulons que les autres nous admirent. Mais pourquoi? Ozel nous rappelle que la plupart des gens cherchent à paraître riches, non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. La consommation devient un moyen de se mesurer aux autres, de renforcer notre estime de soi en étant comparé aux autres. Mais ce jeu de comparaison est un piège, parce que comme dans tous les jeux de comparaison, il n'y a jamais de fin. Le piège du paraître est que plus nous cherchons à impressionner, plus nous devenons esclaves des jugements externes. Nous perdons notre autonomie et notre liberté, car nous devenons dépendants de l'opinion des autres. Cela nous conduit à un cercle vicieux. Plus nous cherchons à impressionner, plus nous avons besoin de continuer à impressionner. Le vrai problème, c'est que cette quête de l'approbation extérieure n'est jamais satisfaisante. Peu importe combien nous possédons, combien nous montrons, cela ne comblera jamais le vide intérieur. La solution n'est pas d'avoir plus, mais de se détacher de cette recherche incessante de validation extérieure. Lorsque nous arrêtons de chercher à impressionner les autres, nous commençons à vivre selon nos propres critères. Cela signifie faire des choix qui nous rendent réellement heureux sans être influencés par les attentes sociales ou les comparaisons avec autrui. Vivre selon ses propres critères, c'est refuser de se laisser guider par le paraître et choisir de vivre en accord avec ses véritables aspirations. Cela peut être aussi simple que de ne pas acheter des choses dont on n'a pas besoin ou de ne pas se conformer à des idéaux qui ne résonnent pas avec nous. Être frugal, c'est faire de l'espace pour ce qui compte vraiment, les expériences, les relations, la liberté intérieure. Ce n'est pas une question de renoncer à tout, mais de choisir ce qui nous apporte une véritable valeur et d'éliminer le reste. La frugalité, dans ce sens, devient un acte de courage. C'est l'affirmation que nous n'avons pas besoin d'être comme tout le monde. Nous pouvons choisir un chemin différent, un chemin qui nous ressemble, qui reflète nos valeurs et nos priorités, et non celui dicté par la société ou les autres. En vivant selon nos propres critères, nous redécouvrons la liberté. La liberté de ne pas devoir impressionner, de ne pas devoir avoir plus, de ne pas devoir vivre selon les règles des autres. Cette liberté est la véritable richesse. Le véritable luxe n'est pas d'avoir plus, mais de savoir apprécier ce que l'on a. Ce n'est pas d'être entouré de biens matériels, mais d'être en paix avec soi-même et avec ce que l'on possède. Les personnes qui ont compris cela ne sont pas celles qui possèdent le plus, mais celles qui savent se contenter de ce qu'elles ont, qui apprécient la simplicité et la beauté des choses simples. Vivre simplement ne signifie pas renoncer à tout, mais savoir apprécier ce qui a réellement de la valeur, le temps passé avec ses proches, la tranquillité intérieure, la liberté de choisir son propre chemin. Morgan Housel nous rappelle que le véritable luxe, c'est la liberté d'être soi-même, sans avoir besoin d'être vu comme quelqu'un d'autre. Cette liberté intérieure, cette capacité à se détacher du besoin de paraître, est le vrai luxe que l'argent ne peut acheter. Lorsque nous cessons de courir après des choses que nous n'avons pas et que nous commençons à apprécier ce que nous avons déjà, nous accédons à une forme de richesse bien plus profonde. Une richesse qui ne se mesure pas en termes financiers, mais en termes de satisfaction intérieure, de paix et de contentement. L'image que nous avons des riches est souvent façonnée par des stéréotypes. Nous les voyons comme des individus ayant tout ce qu'ils désirent, vivant dans l'abondance, épargnant rarement et ayant un contrôle total sur leur destin. Dans nos sociétés modernes, la richesse est souvent synonyme de liberté totale, de succès sans contrainte et de bonheur constant. Mais est-ce vraiment la réalité? Morgan Housel nous met en garde contre ces illusions. Les riches ne sont pas tous ceux qui possèdent de grandes maisons, des voitures luxueuses ou des yachts. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on a réussi à garder. En d'autres termes, être riche n'est pas seulement une question de revenus, mais de patrimoine, de capacité à préserver et à gérer ses finances sur le long terme. La richesse, dans son essence, est invisible. Elle ne se voit pas dans les biens ostentatoires que l'on possède, mais dans la liberté qu'on a d'agir, de choisir et d'aller là où l'on veut. Les gens qui semblent être riches à l'extérieur peuvent souvent être ceux qui sont les plus emprisonnés par leurs biens, leurs dettes et leurs obligations. Housel nous rappelle que l'une des erreurs les plus courantes que nous faisons est de confondre richesse et apparence de richesse. La richesse réelle est discrète, modeste, souvent invisible. Ceux qui ont compris cette distinction vivent de manière plus sereine, loin des attentes sociales de toujours montrer plus. L'une des croyances les plus tenaces que l'on entretient au sujet des riches, c'est qu'ils sont forcément plus intelligents, plus talentueux ou plus entreprenants que les autres.
Nous avons tendance à attribuer leur succès à des qualités exceptionnelles, comme si la richesse était une récompense réservée à l'élite. Mais la réalité est souvent bien plus nuancée. Morgan Housel évoque l'idée que la richesse est souvent le résultat d'un mélange de chance, de timing et de décisions à long terme. Il n'y a pas de formule magique pour devenir riche. Si certaines personnes réussissent à accumuler des richesses considérables, d'autres, tout aussi talentueuses, échouent malgré leurs efforts. Ce qui distingue les riches, souvent, ce n'est pas leur intelligence ou leur capacité à travailler plus dur, mais leur aptitude à prendre des risques calculés, à saisir les bonnes opportunités et surtout à avoir un regard long-termiste. Ils sont capables de voir au-delà des gains immédiats et sont prêts à investir dans des projets qui ne donneront des fruits que bien plus tard. Cela nous amène à une question importante. La richesse est-elle réellement liée à la compétence? La réponse, selon Housel, est complexe. La réussite financière ne repose pas uniquement sur les compétences, mais aussi sur des facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons souvent aucun contrôle. La chance, les connexions et parfois même l'opportunité d'être au bon moment jouent un rôle crucial dans l'issue de notre parcours financier. La véritable richesse ne réside pas dans le montant d'argent que l'on gagne, mais dans la manière dont on le gère. La discipline financière est souvent plus importante que la chance ou les occasions d'investissement. Lorsque l'on pense à la liberté financière, on imagine souvent que cela implique de gagner beaucoup d'argent. Mais la liberté financière, c'est avant tout la liberté de choisir. Et pour cela, il faut savoir gérer ses finances avec rigueur, épargne et réflexion. Les personnes les plus riches ne sont pas celles qui ont le plus gros salaire, mais celles qui ont appris à gérer leur argent de manière optimale, à investir judicieusement et à maintenir une discipline d'épargne constante. Ces personnes ne se laissent pas distraire par les tentations de consommer et choisissent plutôt de préserver leur capital pour l'avenir. Ce n'est pas une question de chance ou de génie, mais de discipline et de stratégie. La richesse durable se construit dans le temps, par des décisions réfléchies et par une capacité à ne pas succomber à la gratification immédiate. La liberté financière est donc le résultat d'un comportement intelligent, réfléchi et discipliné. Elle ne vient pas d'une grande victoire soudaine, mais de la persévérance et de la gestion de nos ressources au quotidien. Il existe de nombreux mythes sur la richesse, souvent véhiculés par les médias, les films et même par nos propres croyances. Parmi ces mythes, il y a celui qui consiste à croire que les riches ne travaillent jamais, qu'ils sont constamment entourés de luxe ou qu'ils n'ont jamais de soucis financiers. Mais comme le souligne Housel, ces idées sont loin de la réalité. Les personnes les plus riches sont souvent celles qui travaillent plus dur, qui font face à de nombreux défis et qui sont constamment en train de chercher des moyens d'améliorer leur situation. Il est essentiel de déconstruire ces mythes. La richesse ne réside pas dans l'apparence extérieure, ni dans l'illusion de la vie parfaite. Elle réside dans la capacité à prendre de bonnes décisions financières, à être discipliné et à adopter une mentalité à long terme. Le vrai secret de la richesse n'est pas de jouer au jeu de la comparaison, mais de comprendre ce qui est réellement important, la liberté d'agir selon ses propres valeurs et priorités. La richesse est une question de choix, de contrôle et de sagesse dans la gestion des ressources, pas d'adhésion aux critères sociaux ou de possession ostentatoire. La comparaison est un piège insidieux qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Nous vivons dans un monde où l'on se compare constamment aux autres, que ce soit en termes de richesse, de statut social, de possession ou même de bonheur. Cette tendance naturelle à se mesurer aux autres peut pourtant être extrêmement destructrice. Morgan Housel nous avertit que la comparaison est une source constante de souffrance. Lorsqu'on compare constamment notre situation à celle des autres, on finit toujours par trouver quelqu'un qui semble avoir plus, faire mieux ou réussir plus rapidement. Cela nous pousse à nous sentir insuffisants, à douter de nos choix et à désirer des choses que nous n'avions même pas envisagées au départ. Le problème avec la comparaison, c'est que nous nous fions à des repères externes qui ne sont pas nécessairement en phase avec ce que nous voulons réellement. Par exemple, quelqu'un qui semble avoir plus d'argent ou plus de succès dans la vie peut en réalité vivre sous une pression immense, être constamment insatisfait ou sacrifier des aspects essentiels de sa vie pour maintenir cette apparence. La comparaison nous rend esclaves de l'opinion des autres et nous empêche d'apprécier ce que nous avons. Housel nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'acceptation de soi, dans la capacité à être satisfait avec ce que l'on a et à ne pas se laisser influencer par les critères externes. Lorsque nous cessons de nous comparer, nous commençons à voir notre propre valeur et à prendre des décisions qui nous correspondent réellement. L'ego est un autre piège psychologique majeur dans la gestion de l'argent. Notre ego nous pousse à vouloir impressionner, à prouver notre valeur
et à afficher une image de réussite. Ce besoin de validation sociale, de reconnaissance, peut mener à des décisions financières impulsives et irréfléchies. Morgan Housel explique que l'ego est souvent l'un des moteurs de l'accumulation de richesses. Il n'est pas rare que certaines personnes accumulent des biens simplement pour se sentir supérieurs aux autres ou pour répondre à des attentes sociales. L'ego peut aussi nous pousser à prendre des risques excessifs, à investir dans des projets dont nous ne maîtrisons pas vraiment les enjeux, simplement pour nourrir notre image de succès. Le problème, c'est que l'ego ne nous apporte jamais la paix intérieure. Il crée constamment des besoins artificiels et pousse à une insatisfaction permanente. L'ego cherche toujours plus, mais n'est jamais pleinement satisfait. Le vrai défi, c'est de reconnaître l'impact de l'ego sur nos décisions financières et de trouver un équilibre. Housel nous invite à prendre conscience de ce phénomène et à chercher à cultiver une forme de richesse qui ne repose pas sur l'ego. La véritable richesse est celle qui est silencieuse, discrète et qui n'a pas besoin de validation externe. Lorsque nous agissons en fonction de ce que nous voulons vraiment et non de ce que notre ego nous pousse à faire, nous retrouvons un contrôle plus authentique sur notre argent. L'un des pièges psychologiques les plus insidieux est l'illusion de contrôle. Nous avons tous tendance à croire que nous maîtrisons notre environnement, que nos décisions sont rationnelles et que nous pouvons anticiper ce qui va se passer. Mais la réalité est bien différente. Morgan Housel nous rappelle que, dans le domaine financier, il existe énormément de facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. La chance, le timing, l'environnement économique, les décisions des autres, tout cela échappe à notre influence. Et pourtant, nous agissons comme si tout dépendait de nous. Nous croyons que nous pouvons contrôler nos investissements, prédire les fluctuations du marché et tout planifier à la perfection. Ce besoin de contrôle est un autre piège psychologique. Il nous pousse à prendre des décisions risquées, à croire que nous pouvons maîtriser l'incontrôlable et à négliger l'imprévu. Lorsque nous nous sentons en contrôle, nous devenons moins attentifs, moins prudents et plus enclins à prendre des risques excessifs. L'illusion de contrôle nous pousse également à ignorer les événements imprévisibles, à minimiser les risques et à croire que les choses se dérouleront toujours comme prévu. La réalité est que l'incertitude fait partie intégrante de la vie et des marchés financiers. Plutôt que de lutter contre cette incertitude, il est plus sage d'accepter qu'elle fait partie du jeu. Housel nous encourage à prendre conscience de cette illusion et à adopter une approche plus réaliste, en diversifiant nos investissements et en anticipant les imprévus, plutôt qu'en cherchant à tout contrôler. La clé pour surmonter ces pièges psychologiques réside dans la prise de conscience. Une fois que nous comprenons que la comparaison, l'ego et l'illusion de contrôle influencent nos décisions, nous pouvons commencer à les gérer. Il est important de se rappeler que l'argent n'est pas une course. Nous n'avons pas à suivre le rythme imposé par les autres, ni à chercher constamment à impressionner. L'épanouissement financier ne réside pas dans la concurrence ou dans la domination des autres, mais dans la tranquillité d'esprit et l'autonomie. Pour surmonter l'ego, nous devons apprendre à évaluer nos véritables motivations. Pourquoi cherchons-nous à accumuler de la richesse? Est-ce pour nous-mêmes ou pour répondre à des attentes extérieures? Lorsque nous agissons par pure conviction et non pour nourrir notre ego, nous retrouvons une véritable liberté financière. Enfin, pour dépasser l'illusion de contrôle, nous devons accepter l'incertitude. Plutôt que de tout prévoir, apprenons à nous adapter, à diversifier nos choix et à rester ouverts aux opportunités inattendues. La gestion de l'argent ne consiste pas à tout contrôler, mais à créer des bases solides pour naviguer dans l'incertitude. En surmontant ces pièges psychologiques, nous pouvons vivre une vie financière plus sereine, plus authentique et plus alignée avec nos valeurs profondes. Nous avons tendance à croire que les meilleures décisions financières sont celles qui sont les plus rationnelles, celles qui reposent sur des calculs, des données et des analyses logiques. En réalité, la rationalité pure n'est pas toujours la meilleure boussole pour naviguer dans la vie. Morgan Housel nous invite à réfléchir à la différence entre la rationalité et la raison. Être rationnel, c'est agir selon une logique froide, sans tenir compte des émotions, des croyances et des circonstances uniques de chaque individu. Mais être raisonnable, c'est intégrer la rationalité dans un cadre plus large qui prend en compte nos expériences, nos valeurs et nos aspirations personnelles. La rationalité peut parfois être aveugle. Elle peut nous pousser à maximiser l'efficience, à toujours choisir le plus rentable, sans prendre en compte ce qui nous rend réellement heureux ou ce qui correspond à nos besoins profonds. En revanche, la raison consiste à équilibrer logique et intuition en prenant en compte à la fois les faits et notre bien-être émotionnel. Les décisions financières les plus saines ne sont pas celles qui suivent la règle des « maximiser les profits à tout prix », mais celles qui sont en phase avec nos objectifs à long terme, avec ce que nous valorisons réellement et avec ce qui nous permet de vivre de manière sereine. La vie n'est pas une simple somme de calculs rationnels.
Elle est un ensemble d'équilibres subtils entre ce que nous pouvons faire, ce que nous voulons faire et ce que nous sommes prêts à sacrifier. Dans ce sens, vivre raisonnablement, c'est accepter qu'il n'existait pas une seule bonne réponse à chaque situation. C'est admettre que la raison n'est qu'un guide parmi d'autres et que la vraie richesse réside dans la capacité à prendre des décisions en fonction de ce qui est juste pour nous à un moment donné. La flexibilité est essentielle dans un monde où les certitudes sont rares et où les circonstances changent constamment. La rationalité nous pousse à croire que nous pouvons tout contrôler, que chaque décision peut être optimisée à l'extrême et que la logique suffit à garantir le succès. Cependant, la réalité est que la flexibilité, la capacité à ajuster nos choix en fonction de notre contexte, est bien plus importante. House nous rappelle que la vie financière est remplie de variables que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Des crises économiques, des changements dans la technologie, des accidents de la vie et même des changements dans notre propre vision du monde. Ceux qui réussissent à long terme ne sont pas ceux qui suivent une logique rigide, mais ceux qui savent s'adapter aux changements et qui prennent des décisions raisonnables en tenant compte des circonstances. Par exemple, un investisseur rationnel pourrait choisir une stratégie de rendement maximal en toutes circonstances. Mais la réalité est que la vie impose des limites à ce genre de stratégie. Des moments de crise, des pertes personnelles, des changements imprévus dans l'économie, tout cela peut perturber la logique la plus rationnelle. Les plus sages ne sont pas ceux qui tentent de tout contrôler, mais ceux qui savent faire preuve de flexibilité et ajuster leur stratégie en fonction de l'évolution des événements. Vivre raisonnablement, c'est reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et accepter que nos décisions doivent être ajustées en fonction de l'évolution des circonstances. Ce n'est pas une question de laisser aller, mais de prise en compte des réalités du monde qui nous entoure. Cette flexibilité permet de prendre des décisions plus humaines, plus équilibrées et mieux adaptées à nos vies. L'une des qualités les plus importantes pour vivre raisonnablement est la patience. Dans un monde où tout semble se passer rapidement, où nous cherchons constamment des résultats immédiats, la patience peut sembler contre-intuitive. Pourtant, elle est essentielle pour prendre des décisions financières saines et durables. Housel évoque l'importance de la patience dans la gestion de l'argent. Le véritable retour sur investissement ne provient pas des choix que nous faisons à court terme, mais des choix que nous faisons dans le temps. La patience nous permet de laisser les choses mûrir, de ne pas céder à la tentation de l'instantanéité, et de prendre des décisions qui s'inscrivent dans une perspective de long terme. Le problème avec la rationalité pure, c'est qu'elle pousse à rechercher des gains rapides. Nous sommes incités à agir immédiatement, à saisir chaque opportunité, à maximiser chaque centime, sans penser aux conséquences à long terme. Mais la réalité est que les plus grands succès financiers ne proviennent pas de coups de chance, mais d'efforts constants et d'une gestion patiente des ressources au fil du temps. La patience ne signifie pas l'inaction, mais plutôt la capacité à agir de manière réfléchie et durable, à attendre le bon moment et à éviter les décisions impulsives. Ceux qui réussissent à vivre raisonnablement comprennent que le temps est leur allié, que la richesse se construit lentement et que la vie elle-même est un marathon, pas un sprint. Vivre raisonnablement, c'est trouver l'équilibre entre la rationalité, l'émotion et nos valeurs personnelles. Il ne s'agit pas d'être totalement froid et calculateur dans toutes nos décisions, ni de se laisser guider uniquement par nos émotions. L'équilibre réside dans l'intégration de ces différents aspects pour prendre des décisions cohérentes avec nos objectifs de vie. L'argent et la finance sont des aspects essentiels de la vie, mais ils ne doivent pas être séparés de notre humanité. Les décisions financières les plus saines sont celles qui respectent à la fois la logique, nos émotions et nos valeurs profondes. Lorsque nous prenons des décisions en accord avec ce que nous considérons comme juste et significatif, nous agissons avec plus de sagesse. Les personnes les plus équilibrées ne sont pas celles qui cherchent à être totalement rationnelles, mais celles qui savent intégrer toutes les dimensions de leur être, leurs raisons, leurs émotions, leurs aspirations profondes et leur capacité à faire face à l'incertitude. C'est cette intégration qui permet de vivre une vie financièrement saine et personnellement épanouie. Au début de ce voyage, nous avons exploré les nombreuses facettes de l'argent, son pouvoir, ses illusions et ses pièges psychologiques. Nous avons découvert que l'argent n'est pas seulement une question de chiffres, de transactions ou de stratégie financière. L'argent est profondément humain. Il est l'expression de nos peurs, de nos désirs et de nos croyances. Réécrire notre rapport à l'argent, c'est d'abord comprendre que ce n'est pas l'argent qui nous contrôle, mais la manière dont nous l'interprétons. Nos décisions financières sont façonnées par notre histoire personnelle, nos croyances intérieures et nos émotions. Il ne s'agit pas simplement de gagner plus, de dépenser moins ou de maximiser chaque investissement.
Il s'agit de prendre conscience de ce que nous cherchons réellement à accomplir avec l'argent. Au fur et à mesure que nous comprenons cette réalité, nous commençons à voir l'argent non pas comme un objectif en soi, mais comme un outil pour accomplir ce qui est véritablement important pour nous. Le vrai défi est d'arrêter de voir l'argent comme une fin et de le considérer comme un moyen d'atteindre une vie plus libre, plus équilibrée et plus en accord avec nos valeurs profondes. Réécrire son rapport à l'argent, c'est donc redéfinir notre relation avec lui. Ce n'est pas une question d'avoir plus ou moins, mais de savoir pourquoi nous en avons besoin et comment nous l'utilisons pour nourrir notre bien-être, notre indépendance et notre liberté intérieure. Il ne s'agit pas d'un acte financier, mais d'un acte philosophique. Comment voulons-nous vivre et quel rôle l'argent joue-t-il dans cette vision de notre existence? Au fond, la véritable richesse n'est pas celle que l'on peut mesurer. Elle ne se trouve pas dans le montant de nos comptes en banque, ni dans l'accumulation de biens matériels. La véritable richesse réside dans notre capacité à vivre avec intention et sérénité, à trouver un équilibre entre nos désirs et nos besoins, à utiliser l'argent pour soutenir ce qui compte vraiment. Les riches ne sont pas ceux qui possèdent le plus, mais ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et utilisent leur argent pour soutenir leurs aspirations profondes. La richesse véritable est intérieure. Elle se trouve dans la liberté de faire des choix alignés avec nos valeurs, dans la tranquillité d'esprit qui découle d'une gestion saine et réfléchie de nos ressources. Réécrire son rapport à l'argent, c'est accepter que la quête de biens matériels ne conduit jamais à la satisfaction durable. Au contraire, c'est comprendre que l'argent, bien qu'indispensable, n'est qu'un outil parmi d'autres. L'objectif n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut, mais d'être capable de se contenter de ce qui nous rend réellement heureux et épanouis. Vivre avec sérénité, c'est comprendre que l'argent n'est pas une fin, mais un moyen d'atteindre la vie que nous désirons vraiment. Cela signifie apprendre à se détacher de l'illusion que plus d'argent égale plus de bonheur. Cela signifie choisir de vivre selon nos propres critères, de ne pas céder à la pression de la comparaison et d'apprendre à investir notre énergie et notre argent dans ce qui compte vraiment. À la fin de ce voyage, une question essentielle demeure. Comment rendre nos actions financières cohérentes avec nos valeurs profondes? Comment aligner nos décisions avec la vie que nous voulons réellement mener, plutôt que de suivre des chemins dictés par la société, par nos comparaisons ou par notre ego? Réécrire son rapport à l'argent, c'est trouver l'alignement entre nos valeurs et nos actions. Cela signifie poser des choix qui reflètent nos priorités. Par exemple, si nous valorisons le temps passé avec nos proches, nous pourrions décider de dépenser moins en biens matériels et investir davantage dans des expériences qui enrichissent nos relations. Si nous croyons dans la simplicité, nous pourrions opter pour une vie plus frugale en privilégiant ce qui nous procure de la paix intérieure plutôt que des possessions éphémères. Cet alignement demande une introspection profonde, un questionnement constant sur ce qui est vraiment important pour nous. Il n'est pas toujours facile de sortir des sentiers battus, mais la récompense est immense. Lorsque nous vivons en cohérence avec nos valeurs, nous ne ressentons plus ce besoin de validation extérieure, ce désir constant de plus. Nous devenons maîtres de nos choix et de notre destin financier. Il s'agit d'une transformation radicale, une transformation où l'argent cesse de dicter nos vies et devient simplement un outil au service de notre bien-être, de notre liberté et de notre réalisation personnelle. Réécrire son rapport à l'argent, c'est donc retrouver notre pouvoir sur lui et sur notre vie. Finalement, réécrire son rapport à l'argent, c'est s'engager dans un processus de croissance personnelle. C'est un voyage vers une meilleure compréhension de soi-même, de nos besoins réels et de la manière dont l'argent peut nous aider à atteindre une vie plus épanouie et plus équilibrée. En changeant notre perception de l'argent, nous changeons aussi notre rapport au monde. Nous arrêtons de courir après une richesse matérielle qui ne nous appartient pas véritablement et commençons à créer une richesse intérieure fondée sur des choix éclairés, la liberté de vivre selon nos propres termes et la paix avec ce que nous avons. C'est ce voyage vers une gestion plus consciente et plus significative de notre argent qui nous permet de construire un futur plus libre, plus authentique et plus éclairé. Ce futur ne dépend pas de l'accumulation incessante de biens, mais de la capacité à vivre de manière plus alignée avec ce que nous sommes vraiment. Lorsque nous réécrivons notre rapport à l'argent, nous commençons à écrire une nouvelle histoire pour notre vie. Une histoire où l'argent n'est pas une fin, mais un moyen de créer la vie que nous désirons vraiment. Et cette histoire commence dès aujourd'hui.